Merci de votre confiance renouvelée à DBS Télévision. Bienvenue à SOS Parents. Ce soir, l'immigration clandestine des jeunes nous intéresse. Ils sont bien nombreux, les Camerounais africains qui meurent chaque jour aux portes de l'Europe à la recherche d'une vie meilleure. Malgré la batterie de sensibilisation mise sur pied, rien ne semble les décourager. Les candidats à l'immigration au péril de leur vie se recrutent au quotidien, au péril de leur vie. Leur âge varie entre 15, 20 et 30 ans. Si même le risque de la mort ne dissuade pas les clandestins, comment agir? SOS Parents tente de comprendre et braque les projecteurs ce soir sur le maillon familial. La rougeole, maladie virale grave extrêmement contagieuse, est au menu de notre rubrique mots d'enfant. Et vers la fin, nous prendrons le cri de cœur d'un parent qui ne sait plus à quel saint se vouer face à son enfant qui s'est montré irrespectueux envers lui. Voilà présenter la vitrine de ce nouveau numéro. De Yaoundé à N'Djamena, Bamako, Accra ou Lagos, ils sont des milliers à quitter leur famille au quotidien, la rage au cœur avec l'envie de réussir. Tout ceci parfumé par un rêve et le mirage de l'Eldorado. Ils risquent tout pour le voyage. Certains sont conscients que l'initiative frôle le suicide, mais pas suffisant pour les ralentir. Pour en parler ce soir, nous recevons le psychologue Ile Goumla. Bonsoir. Bonsoir Adi Poto et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Merci d'être avec nous encore ce soir. L'Afrique est le continent de l'avenir. La preuve, les entreprises européennes, asiatiques, américaines se bousculent pour investir et dans le même temps, les jeunes ne rêvent que de partir. Qu'est-ce qui peut expliquer ce contraste? Ça, il faut bien creuser la question. Qu'est-ce qui peut bien expliquer une situation aussi paradoxale? L'ailleurs, l'extérieur, perçoit en nous, perçoit dans notre continent, dans notre cadre de vie, quelque chose de florissant, de prospère. Mais bizarrement, nous-mêmes, nous avons envie d'aller vers cet ailleurs-là. Qu'est-ce qui pourrait expliquer? Un des éléments qui apparaît directement, c'est un mirage. Un mirage qui est couramment véhiculé, autour duquel on nous donne l'impression que c'est meilleur ailleurs. Qu'est-ce qui se passe souvent? Souvent, on dit les benguis sont là. Les Noël arrivent, les benguis vont venir. Quand ils vont venir, l'argent va pleuvoir. Les voitures vont pleuvoir, les hôtels vont être remplis, les cinémas vont être remplis. Donc, pendant une période réduite, il y aura l'argent à flot. Donc, ce qui donne l'impression et l'image forte que, de l'autre côté, c'est meilleur. Souvent, j'aime prendre un élément comparatif assez banal, qui est, je compare généralement ça à une situation de deuil. Lors des deuils, nous qui sommes à Douala ou à Yaoundé, lorsque nous allons dans nos villages, pendant une semaine, l'argent coule à flot. On peut déposer dans la cour 10 casiers, 15 casiers. En une fraction de seconde, les billets de banque circulent. Ceux du village disent « Waouh! Sûrement qu'à Douala, il y a des arbres. » Ou lorsqu'on vient, on cueille seulement de l'argent. Mais c'est justement ce parallèle que je fais généralement avec ceux qui rêvent de l'ailleurs. Et malheureusement, on a aussi le sentiment que les politiques, pour la jeunesse, c'est comme si notre jeunesse est délaissée, abandonnée, laissée à elle-même, elle doit elle-même se débrouiller pour se trouver. Vous allez à l'école, vous supposez que l'école est censée vous offrir un travail à la fin. Certains vont s'arrêter au primaire. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Certains vont s'arrêter au secondaire. Qu'est-ce qu'ils deviennent? D'autres arrivent au supérieur. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Quels sont nos référents identitaires? À partir de quoi le jeune peut croire que c'est meilleur en fait au pays? On va dire à l'est, il y a la bauxite, de l'autre côté, il y a les minéraux, on va dire tellement de choses. Mais est-ce qu'il y a un espace, un endroit où on forme des jeunes Camerounais, Africains, à justement pouvoir exploiter ça et s'en sortir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui encadre? Est-ce qu'il y a un encadrement qui donne envie justement à notre jeunesse de croire qu'elle a sa chance, elle a sa possibilité, elle a son espace pour pouvoir agir?
Donc, on est un peu dans un cadre où on a l'impression que c'est la débrouillardise, en fait, qui devient malheureusement la référence. Débrouille-toi. Fais avec. Monsieur Goumbla, n'est-ce pas ce désespoir qui a conduit à un manque de confiance, qui pousse les clandestins à l'immigration à se focaliser sur ces problèmes pour motiver leur départ? Il y avait un ami qui me disait, quel que soit lambda, peu importe les moyens que je vais utiliser, je ne vais pas rester au Cameroun. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un tel désespoir, c'est-à-dire une telle perte d'envie que l'extérieur semble l'oxygène nécessaire pour encore croire qu'il faut que je vive. Comme si notre pays a tellement asphyxié à nos jeunes de croire que ça peut être meilleur. Parce que vous allez constater, notre génération, à 40 ans, on est tous papa et maman. Qu'est-ce qu'on a comme activité qui donne envie de croire qu'on peut payer le loyer de 30 000, qu'on peut payer l'eau, qu'on peut payer la lumière? Lorsque maintenant on arrive à avoir des enfants, comment on est censé assurer l'éducation? Comment on est censé assurer la scolarité? Comment on est censé leur offrir un cadre qui leur donne de l'avenir? En fait, le cadre semble désespérant. Le cadre a du mal à offrir quelque chose qui fait croire que notre jeunesse devrait ne pas oser ça. Malgré les images de la Libye, malgré les images d'Agadez, malgré ces images, malgré ces personnes qui y vont, qui vous disent que là-bas, il faut se prostituer pour s'en sortir, il faut voler pour s'en sortir. Mais malgré ça, ou alors vous voyez ces grandes barrières qu'il faut traverser, malgré la hauteur, malgré les fils barbelés qui y sont mis, malgré ce qu'il faut traverser, je vais y aller. Mais là, ça devrait interpeller nos politiques à réagir devant ce désespoir-là. Mais M. Goumbla, est-ce que la situation sociopolitique est comparable à ce qu'ils vont affronter là-bas? Ça ne fait même pas partie de leur imaginer, en fait. Il faut que je m'en sorte. Il faut que je puisse construire la maison de mes parents. Il faut que je puisse rentrer aussi. On me regarde, on me voit. Parce qu'on regarde l'enfant du voisin qui est parti et qui a réussi à construire la maison de ses parents. La question n'est pas de savoir qu'est-ce qu'il fait comme activité qui lui permet justement d'envoyer de l'argent. Parce qu'il y a une chose impossible. En 3 mois, il est impossible d'être en Europe ou en Occident ou en Asie et de pouvoir amener certaines sommes d'argent. C'est impossible au plan monétaire, c'est impossible. Mais bizarrement, des gens réussissent. Ça veut dire, soit c'est la vente d'ossements humains, soit c'est du braquage, soit c'est du vol, soit c'est la vente de la drogue, soit c'est du passement des hachis et ainsi de suite. Ça peut pas être autre chose. On ne peut pas en 3 mois arriver en Europe et prétendre dire qu'on a réussi à avoir suffisamment d'argent. Ça, c'est pas possible. Monsieur Goumbla, on va en parler tout au long de cette émission. Colin Bekatal est avec nous. Bonsoir Colin. Bonsoir Adi. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Vous avez fait un reportage sur l'immigration clandestine. Vous avez rencontré un monsieur qui s'est lancé dans cette aventure, un péril qui a duré 20 ans. Il n'a pas pu franchir les portes de l'Europe. C'est un élément réalisé avec le concours de Thierry Selanet et Eva Kemfak. C'est un fait. Le fléau gagne du terrain. La jeunesse africaine, en général, et celle du Cameroun en particulier, sombre dans la crise du départ. Je suis parti le 26 avril 1999. J'étais très jeune. Aujourd'hui, j'ai 46 ans. Donc, vous pouvez imaginer à quel âge je suis parti. Mais à la question, où veulent-ils partir? Pas dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, retorquent-ils l'air moqueur. Leur préférence, c'est l'Europe, les Amériques. Pourquoi veulent-ils partir? Les raisons varient. Pour certains, c'est ce qu'ils veulent échapper à la récession que connaît le continent noir. D'autres, cependant, avancent des motivations plutôt puériles. Je ne suis pas parti parce que j'avais faim, mais la curiosité et la naïveté. Quand un ami te disait, gars, là-bas, c'est bon, allons au Maroc. Oui, à l'époque, j'étais très jeune. Mais, ne sachant pas où j'allais, un jour, j'ai pris l'argent chez mon père, j'ai appelé mon ami, on est parti. Implorant les dieux de la chance, c'est alors que les jeunes gens se lancent dans une aventure périlleuse. Déjà, quand vous voyagez, que vous attaquez le désert, chacun achète sa nourriture. Tu as ton bidon de 5 litres.
ton bidon d'eau. Tu bois, là-bas on ne boit pas comme si tu buvais chez toi. Tu goûtes juste. Oui, si ça finit, si ton frère peut t'aider, il peut t'aider. Sinon, le chauffeur aussi a souvent son bidon de 50 litres. Et dans ce bidon, on met un peu d'essence, un peu les gouttes, pour que quand tu bois, ça te pique. Pour t'empêcher de trop boire, ça ne tue pas. Quand je rentrais, je suis rentré avec 2 jeunes qui ont fait près de 7 ans dehors. Je viens à la gare au Niger, à Agadez. Je constate qu'ils sont mal en point. Je demande à l'autre, vous êtes Camerounais? L'autre dit à son ami, ne parle pas. Après, il lui dit que vous êtes Camerounais. Vous voulez rentrer? Ils me disent oui, parce que j'avais l'argent sur moi. Je les ramène jusqu'à Yaoundé, chez eux. Ils sont arrivés, l'autre avait même encore le bas de sa tenue qui était déchiré. Parce que l'argent est fini, comme on les trompait souvent que tu as 100 000, tu vas arriver. L'argent est fini. Il n'est pas rare de voir plusieurs dans les rangs se priver tout au moins d'une sépulture digne du corps humain. Nous on a marché avec des gars, nous sommes 6. Après tu entends tout, il est au sol, il est tombé. Le temps de le réanimer, nous sommes en plein désert, il n'y a personne, il meurt. Et quand tu meurs, personne ne va te porter pour te ramener chez toi. On tire juste le sable, on te couvre, on met les pierres pour montrer à ceux qui viendront qu'il y a un corps. Ils sont pour la plupart sans qualification. Il faut pourtant y arriver mordicus, quitte à effriter la fibre morale. La délinquance dans ce voyage reste donc bien de fois le dernier recours. Ce n'est que l'arnaque. Le jeu, c'est un jeu. Ce que vous appelez ici le fait. Le fait, c'est quoi? C'est l'arnaque. On fait te faire croire ce qui n'existe pas. Et c'est non sans récolter ce qu'ils sèment. C'est un monde où l'argent, quand tu as l'argent, tu es bien. Mais attends-toi que demain, il y a des conséquences. Il y en a qui meurent. Que vous allez arnaquer quelqu'un, ils constatent que non. Vous l'avez arnaqué. Il y a des gars qu'on a poignardés, il y a des gars qu'on a même enterrés. Il y a des gars qu'on a tirés sur eux. C'est un temps certain qui aurait servi à s'occuper chez soi, mais que la plupart vouent à la perte. Je fais la prison 2 ans, 7 mois. Je sors. Maintenant, je suis sorti, je n'ai pas de soutien. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je mette mon cerveau au sol. Hier, j'étais à l'hôtel. Aujourd'hui, je n'ai pas où dormir. Et je sors même pendant l'hiver. Un temps perdu qui condamne les obstinés à un itinéraire sans repère. Je me bats, je trouve un peu d'argent. Je dis à mon ami, je rentre au Cameroun, je vois ma famille. J'avais moins de 18 millions de francs. J'entre dans l'ambiance, j'oublie que je dois rentrer chez moi. Une fille, une Ivoirienne qui avait croisé, je perds l'esprit, elle me dépouille. Maintenant, je n'ai même pas 5. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas rentrer au Cameroun, je ne peux pas remonter en Algérie. On sait que Alain est descendu au Cameroun. Je prends la route du Sénégal, je passe par Caille. Quel gâchis si la terre promise ne garantit pas ce bien-être tant rêvé. D'autres difficultés, il y a des moments où tu ne peux pas marcher seul en route. Les injures, les cailloux, tu vois un peu. Il y a même des moments où vous êtes dans le bus comme ça. Tu as une prise de bec avec un arabe, il crache sur toi. Ça, ils ont cette habitude. Les infortunés sont victimes de ceux-là qui, venus de loin, disent peu ou pas de vérité sur leur réussite apparente. C'est l'arnaque. On fait te faire croire ce qui n'existe pas. Oui, c'est de ça que beaucoup de nos frères, aujourd'hui, ont construit les maisons. Oui. Donc, c'est ce que j'ai appris. Ce que j'avais trouvé à l'époque, étant très jeune, c'est ce qu'ils m'ont appris. Et j'ai continué dans ça. J'ai oublié que non. Ma tête, c'était d'aller. Un mal-vivre à peine voilé ne fait l'ombre du moindre doute dans la cité. Mais partir à tout prix est la solution. Les responsabilités sont alors partagées et à chacun de voir comment s'acquitter de la sienne pour que les jeunes ne partent pas si tôt, tant au sens figuré qu'au sens propre. Vous faites bien d'être en notre compagnie. L'émission, c'est SOS Parents, tous les mercredis à 21 h. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, DBS officiel. Colombe Katal, comment s'est faite la rencontre avec Monsieur Alain Sack? Eh bien, Alain Sack semble s'être assagi, parce qu'il appartient à un groupe de jeunes gens, un groupe de rapatriés qui travaillent, disent-ils, pour la sensibilisation des jeunes. Alors, dans leur programme, heureusement, moi, ayant leur agenda, j'ai dû prendre part, couvrir une de leurs rencontres avec certains jeunes de la ville de Douala. Bon, c'est donc ainsi que, après son exposé, j'ai trouvé vraiment très judicieux qu'il nous l'accorde dans le cas de SOS Parents parce qu'il avait des choses à dire.
beaucoup de choses à dire. Quel est son état d'esprit aujourd'hui? Vous avez le sentiment que c'est un homme qui veut encore tenter l'aventure? Eh bien, vous savez, quand on est devant un écran de téléviseur, on se sent parfait évalué. Voilà. Il y a des choses qu'on dit qui ne sont pas le reflet de ce qu'on ressent. Et ce sera très difficile pour moi d'apporter une idée précise, n'est-ce pas, de quelles sont ses intentions. Mais à la lumière de l'analyse que j'ai faite de la personne, c'est un monsieur qui donne des conseils, bien sûr, mais qui, même dans son apparence, n'a pas réussi. Voyez-vous, il regrette, il a un goût amer. Et même, je ne vais pas dire qu'il a dépéri, mais on sent que c'était un investissement, ma foi, voué à l'échec. La question, je n'ai pas osé lui poser, d'autant plus qu'il était dans la mesure, dans la logique de dire aux jeunes gens, ne partez pas. Mais nous savons très bien la maxime qui dit, ne faites pas ce que je vous... ne faites pas ce que je fais, mais faites plutôt ce que je suis en train de vous dire. Je peux néanmoins me référer à ce qui a été dit par lui et bien d'autres personnes de ce que l'aventure à un moment donné devient comme de l'opium. Nous avons abordé des questions de dépendance ici il y a quelques semaines plus tôt. Le désir de partir est à la fois omniprésent et coriace, que ce soit pour celui qui va pour la première fois ou pour celui qui est allé. Tout au moins, on a suivi son témoignage. Il vivait de l'arnaque et il s'est fait beaucoup d'argent, une somme d'argent qu'il a évaluée à des millions de francs. Malheureusement, il n'a peut-être, je ne vais pas apporter un jugement sur la gestion qu'il en a fait, je n'en ai pas le droit, mais on comprend que les 18 millions de francs sont partis comme ça. Alors, est-ce que ici, dans un pays où il n'est pas facile pour lui de se livrer à ce genre d'activité, où il pourra gagner aussi facilement, est-ce qu'il s'est vraiment assagi au point de comprendre qu'il lui faut suffisamment d'humilité pour pouvoir recommencer comme d'autres personnes? Et quelles sont ses perspectives? Comment évalue-t-il ce qui peut être considéré comme un échec par des autres? Aura-t-il la force de le supporter dans la durée? Est-il sincèrement celui-là qui dit de ne pas y aller, sachant qu'il n'irait plus? Ces questions, il est le seul, n'est-ce pas, à devoir apporter des réponses sérieuses. Mais que quelqu'un dise, je n'y vais plus. Sincèrement, il ne faut pas y ajouter foi, parce que à la lumière de ce qui avait été dit, même ceux qui y sont allés en ont souffert, restent avec la tentation d'y retourner. Merci Colombe Catal de nous avoir plongé dans le quotidien de cet homme qui a passé plus de 20 ans à tourner pratiquement sans frapper aux portes de l'Europe. Monsieur Hilaire Goumla, qu'est-ce que cela vous fait quand vous suivez ce témoignage? En fait, il a la sincérité de planter le décor, en fait. Le décor de cette illusion dans laquelle il faut faire baigner plein de personnes. Et c'est pourquoi je prenais un peu le cas des deuils et cette affaire où nous qui sommes à Douala, nous avons pris le temps pendant 3 mois, 5 mois pour nous préparer pour le deuil. Donc on a pris le temps de faire des cotisations, des tontines, des investissements où on a cumulé. Donc on passe sur une période restreinte d'1 semaine et on part brûler des billets des banques pour donner le sentiment à ceux qui sont là, que la vie est tellement rose et qu'il faudrait y venir. Et c'est comme ça que lorsque vous venez à Douala, vous devenez quoi? Chauffeur de taxi. Non, pas chauffeur de taxi, vous venez quoi? L'ouvrier, en fait, de celui chez qui vous venez. Il faut que vous générez de l'argent pour lui. Donc, lui plante le décor de l'ANA qui, en fait, le maillon fort, l'élément clé qui permet de faire tourner la roue, en fait. Mais maintenant, derrière ça, moi, je me demande, lorsqu'on demande à quelqu'un de ne pas partir, qu'est-ce qu'on offre? Qui donne envie de, effectivement, rester. C'est juste de dire, un peu comme on va dire à un drogué, cesse de fumer, cesse de consommer ta drogue, oui. Et après, qu'est-ce qu'on lui offre en compensation? Qu'est-ce qu'on donne en compensation? Qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on crée en compensation? Est-ce qu'on peut prétendre qu'il y a des jeunes qui ont réussi? C'est quoi le mot réussir? C'est quoi réussir? Parce que, médiatiquement, on a défini la réussite comme étant avoir un grand immeuble, 5 niveaux, avoir de grosses voitures, avoir, en fait, tout un arsenal matériel, financier, qui dit j'ai réussi. Si après tout ça, on est malheureux, on ne parvient pas à sourire,
on ne parvient pas à croire la vie, on ne parvient pas à donner du bonheur, qu'est-ce qu'on a réussi? Mais Monsieur Goublab, s'ils sont capables de prendre de tels risques en quête de mieux-être ailleurs, on se demande quand même pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas aussi s'investir autant ici? Oui. Parce que le cadre ne vous donne pas envie de rester ici. Ne nous leurrons pas. Moi-même, j'ai été à l'université. Où vous êtes dans une filière, à la fin, vous ne savez pas où vous partez. Aujourd'hui, on va dire qualité de psychologue. Waouh, c'est beau, c'est bien. Mais comment elle s'est construite cette formation de psychologue? Mais c'est pas possible ce qui vous arrive. Comment elle s'est construite? Là, il y a tout un décor, tout un envers du décor, qui m'a même donné envie d'écrire un ouvrage là-dessus. Un ouvrage, en fait, qui a le mérite de regarder de l'intérieur. Un premier ouvrage a été écrit pour marquer un peu un autre pan de notre histoire qui se rapporte à le regard d'un enfant sur son père, que j'ai nommé le labyrinthe de la retraite. Ensuite, j'ai déjà écrit, mais il faut, je le formule, on m'a contraint de formuler ça sous forme de roman. Qu'en forme de roman, c'est plus parlant, un peu comme lorsqu'on raconte une histoire. Ça vous parle mieux. Oh bon, j'aime bien l'aspect théâtral, moi ça me plaît bien de voir les personnes qui se parlent. Mais il m'a été suggéré, presque ordonné, de faut le mettre sous forme de roman. En fait, pour dire tous les travers dans lesquels vous devez y être. C'est quoi en fait notre cadre éducatif? Ne nous construit pas à devenir des entrepreneurs, à devenir autonomes. Notre système éducatif nous contraint à devenir prêts pour des concours. En fait, on est formé pour faire des concours. Ça veut dire que si on ferme le mot concours, il vous reste quoi? Il vous reste quoi? Si on vous ferme le concours, il vous reste quoi? Maintenant, il faut bénéficier de « je connais un tel qui connaît un tel ». Donc, ça devient le relationnel qui vous donne une ouverture, une perspective. Comment avoir une perspective? Ça, c'est l'élément clé qu'il faut construire. Donner de la perspective. Mettre en visibilité quelque chose qui donne envie à notre jeunesse d'offrir. Parce que, chose extraordinaire, notre jeunesse, elle est créative. Elle est extraordinaire, notre jeunesse. Elle est fabuleuse. Dans le cadre d'une assemblée montée avec un ami, nous voyons des choses extraordinaires devant nos yeux. Parfois, j'ai les larmes aux yeux, chaque fois. Vous demandez, mais qu'est-ce qu'on fait de ces talents? Qu'est-ce qu'on fait de ces savoir-faire? Qu'est-ce qu'on fait avec? Ou malheureusement, pour entrer dans une entreprise, on vous dit, on vous fait voir des paramètres qui n'ont rien à voir avec votre formation. Vous avez une formation de haut niveau, mais pour accéder à un poste, on vous donne un élément bizarroïde dans lequel on dit, il faut... Mais vous demandez, mais attends, mais je ne comprends plus. La valeur, c'est la formation, votre compétence, ou la valeur, c'est les accointances qui est à côté. Donc, qu'on le veuille ou pas, il faut qu'on... nos politiciens, nos politiques, je ne sais pas trop, la formule a dit à ça, mais il faut qu'on offre de manière visible, de manière claire, un itinéraire professionnel qui donne de croire qu'il est bon de rester chez soi. Parce que qu'on ne le veuille pas, chez soi est meilleur que l'ailleurs. Mais il faut qu'on construise pour donner cette envie-là. Et ça viendra, Monsieur Goumla. Notre deuxième invité nous a rejoint, Madame Estelle Makonté-Djoumpe. J'y arrive. Bonsoir. Bonsoir, Madame. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes présidente de l'Association pour une mission humanitaire. Au quotidien, vous œuvrez dans la sensibilisation des jeunes sur les dangers liés à l'immigration clandestine. Madame Makamté, quelle catégorie de jeunes ciblez-vous dans vos actions? Oui, la catégorie de jeunes que nous ciblons dans nos actions, c'est la jeunesse allant de 15 à 30 ans et même 40 ans parce que vraiment, on est jeune jusqu'à 67 ans. Pourquoi vous ciblez? Donc nous allons avec les enfants de 15 à 40 ans parce que nous avons compris, ces enfants de 15 ans, ils ont aussi des petits secrets que nous devons découvrir. Nous avons découvert sur le chemin. Nous avons tantôt pensé que, déjà, je m'excuse, je n'ai pas adressé mes salutations à nos téléspectateurs. Peut-être parce que je vous ai beaucoup bousculé. Vous m'avez bousculé, ça c'est vrai. Bon, bonsoir à nos téléspectateurs.
Oui, comme je le disais là, il y a nos enfants de 15 ans qui représentent un véritable problème pour la société d'aujourd'hui et de demain. 15 ans, nous avons, vous savez, au cours de nos travaux, nous nous sommes rendus compte, après avoir nous être frottés aux jeunes apprenants. L'année dernière, vous avez été présente à notre campagne sur la campagne de formation et de sensibilisation de la jeunesse sur les méfaits et l'impact de la migration clandestine sur la jeunesse. Et donc, nous avons beaucoup plus avoir eu affaire aux élèves. Parce que nous avons pensé qu'à la veille des examens, c'est la véritable cible. C'est la proie même à la question, la proie même que nous avons quant à la question de la migration clandestine. Chemin faisant, nous avons découvert que même nos enfants de 15 ans font dans la migration clandestine. C'est en parcourant des établissements que quand nous nous sommes adressés à un chef d'établissement, il nous a dit, bon, attendez, vous voulez parler aux enfants de la classe de terminale exclusivement. Est-ce que vous pensez que c'est l'unique cible? Vous pensez qu'il n'y a que ces enfants-là qui peuvent vous dire quelque chose? Ou alors, qu'est-ce qui les pousse à vouloir automatiquement migrer? Nous avons dit, bon, nous disons, c'est ceux-là qui, après le bac, sont confus et se retrouvent dans l'obligation d'emprunter n'importe quel chemin pour pouvoir réussir. Alors, il nous a dit, non, adressez-vous, je vous envoie en classe de 4e, allez un peu voir avec les enfants de la classe de 4e. Là, c'était un véritable problème. Vous trouvez en salle de 4e des enfants avec des feuilles de route. Mais comment vous faites pour avoir ça? Ça, c'est un véritable problème. Un enfant de la classe de 4e qui vous dit, il faut aller, pour aller en Europe, vous passez par tel chemin, par tel chemin, par tel chemin, vous vous retrouvez automatiquement à tel niveau et voilà comment vous traversez. Moi-même, Madame Makamte, je ne sais pas comment ça se passe, le chemin de l'Europe passant par le désert et autres, mais ces enfants sont prêts à vous donner le moindre détail. Un enfant de la classe de 4e. Mais Madame Makamte, d'après vous, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Non, ce sont des amis. C'est la société. Voilà pourquoi nous avons, puisque en réalité nous sommes une structure d'envergure internationale, ça c'est clair, mais nous sommes à vocation solidaire, nous faisons beaucoup plus dans le social. Vous voyez? Donc nous avons compris que le plus important ce sont ces enfants de la rue. Les enfants de la rue. Dans la rue, les enfants se disent des choses, se font des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Un enfant de 12 ans qui est déjà dans la rue peut vous dire ce que vous-même, un parent de 60 ans, vous ne connaissez pas. Alors, nous avons compris que c'est dans la rue. C'est en se frottant à ceux du dehors. Il y a des enfants qui, à 15 ans, sont de l'autre côté. Déjà, nous, parents, nous partons avec les bébés. Nous allons avec, nous avons dans nos fichiers des familles. Vous voyez, une famille se lève avec peut-être 4 enfants. Un enfant qui, au sein de cette famille, a 12 ans, qu'est-ce qu'il dira à son camarade qui se trouve au Cameroun? Ah, nous sommes déjà à tel niveau. L'enfant n'a pas compris, c'est difficile. Parce que le parent, c'est le parent qui l'entraîne. Du moins, lui, il ne sait pas la difficulté que le parent est en train d'endurer. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va simplement dire, c'est bon, c'est facile. Et là, il donne des informations parce que nous avons nous-mêmes, vous voyez, le téléphone portable. Nous donnons la possibilité à nos enfants de WhatsApper. Mais c'est un danger grave. Les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, ils communiquent avec les camarades qu'ils ont laissés derrière. Et ces camarades leur disent, bon voilà, vous allez passer par tel chemin. L'enfant copie. Et demain, vous parents, vous avez dans votre maison un enfant de 15 ans. Vous ne savez pas qu'il a dû la nourrir de telles idées dans la tête. Vous êtes surpris de voir qu'un de ces 4 matins, vous ne retrouvez pas l'enfant dans la maison. Il est où? Vous commencez des recherches, des avis de recherche. Où est passé l'enfant? Où est passé l'enfant? L'enfant, il est sur le chemin. Alors, jusqu'à ce que quelqu'un vous appelle au téléphone de ces 4 matins. Hey, maman, je suis au Maroc. Ouais. Maman, je suis en Algérie. Ouais. Mais c'est quoi le problème? Vous avez même déjà pleuré votre enfant. Oui. Monsieur Goublab, c'est un témoignage ça me fait un peu froid au dos. On se questionne quand même sur la responsabilité parentale. Comment est-ce que ça peut échapper aux parents, ce genre de détails? Madame vous a répondu. Elle vous parle des réseaux sociaux, elle vous parle de WhatsApp, elle vous parle d'une convergence des amis.
Et même lorsqu'elle parlait, je revoyais le film justement d'une famille qui m'est proche. Où justement l'un, dans un quartier, carrément, il est monté comme ça. Il a appelé ses amis, c'était 3. Mais c'est comment vous venez pas, on monte. L'autre a dit non, 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 non. Mes parents sont encore là, j'aime encore mes parents. Et les affaires là, moi je suis pas dedans. Je dis mais tu as peur de quoi? On passe, c'est pour la vie, c'est pour venir les aider. On va réussir, on va. Parmi ils passent par le Nigeria, après vous explique comment il y a telle route faite. Vous grattez la tête comme la géographie là, moi je suis perdu là-dedans, mais vous explique. Et c'est justement lorsqu'ils arrivent qu'on appelle maintenant pour dire je suis à tel endroit. Vous faites comment? Mais derrière ça, ça montre aussi à une question de laisser aller ou de légèreté dans le sein de la gestion du corps familial, en fait. Parce que celui justement qui a refusé d'y aller, c'est parce qu'il y a un attachement avec son père. Il y a un attachement très fort. Il croit en son père. Son père a beau ne pas être huppé, riche et autres, la maison a beau ne pas être huppé de qualité extraordinaire, mais au moins c'est leur maison. Au moins c'est leur lieu d'où ils vivent. C'est où ils vivent, c'est où ils mangent, c'est où ils travaillent. Et leur père fait moins des efforts pour veiller sur eux autant qu'il le peut. Et il communique avec eux. C'est même la grande sœur, en fait, la grande sœur qui parle ainsi, c'est la grande sœur qui informe le parent. Souvent, il demande que, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il est venu nous voir pour qu'on aille, mais moi, je ne voulais pas aller. C'est que toi, au moins, même si on ne fait pas souvent, même quand on a quand même un petit problème, même si tu n'as pas, tu fais au moins l'effort d'eux. Tu es au moins à l'écoute. Et lorsque, c'est une famille que je connais un peu, son parent a presque abandonné la maison, en fait. Donc, il doit se développer pour être le père aussi de la maison, alors qu'il est l'un des cadets de la maison. C'est le parent, c'est lui qui fait l'effort d'être le père, parce qu'il veut être le père. Il veut représenter le père, il veut que sa mère soit heureuse, il veut que ses frères soient heureux, il veut créer quelque chose pour dire, tu avais dit là, une ambition. Mais une ambition qui est un peu amaritée dans quelque chose de malsain, mais il a une ambition. Monsieur Goumlam, au sein des familles, c'est la question de l'immigration clandestine, les dangers, est-ce que c'est souvent au menu des conversations dans les familles? Non. En fait, d'après ce que je sais, non. On dit, bon, vous voyez souvent à la télé comme ça en passant, en fait. Ce n'est pas un sujet que j'écoute souvent ou j'entends parler. On ne l'évoque presque pas. Plutôt le moment où c'est un peu revenu un peu en boucle, c'est la période où on parlait de la vente des esclaves en Libye. Peut-être à ce moment comme ça fait le buzz. Hey, est-ce que... Juste pendant cette période-là, après cette période... En fait, c'est rentré sous la table. Donc, ce n'est pas un sujet sur lequel on s'assoit autour d'une table. Déjà même, poser la première question. Combien de familles savent encore s'asseoir autour d'une table? Combien de familles savent recevoir autour d'une table le père, la mère, les enfants? Combien de familles peuvent prétendre encore réaliser cet acte a priori banal, mais qui fait le fondement de la famille, de la maison? Combien de familles? À quel moment véritablement on communique, on converse, on dialogue au sein de la maison? Donc il y a tellement de porosité au sein de la famille qui fragilise l'enfant. Maintenant, vers qui se tourner? Vers qui se tourner? Malheureusement, c'est vers ses pères, vers ses amis, qui eux-mêmes ne savent même pas de quoi on parle, ne savent même pas de ce qu'ils parlent, ce dont ils parlent. Mais bizarrement, ce sont eux qui deviennent les personnes qui parlent avec assurance. C'est eux qui donnent la conduite à tenir. Alors qu'en fait, ils ne sont pas qualifiés pour. Mais malheureusement, devant l'abandon de X, Y, Z, on se tourne, comme on dit souvent, la nature a horreur du vide. Devant le vide, la nature se crée quelque chose pour continuer d'avancer. Et malheureusement, c'est pour le malheur ou la destruction, ou comme M. Alain Sack parlait, aller dans cette spirale de l'arnaque. Madame Akamte, je vois que vous voulez réagir par rapport à cette question sur le manque de sensibilisation des familles qui ne sont pas suffisamment informées sur les dangers que présente l'immigration clandestine. Ça, c'est vrai. Cette question est vraiment fondamentale. Au sein des familles aujourd'hui, on connaît ce problème. Il y a un manque de dialogue dans les cellules familiales. Vous savez, en réalité, l'éducation de l'enfant, avant l'éducation de la société, on a d'abord l'éducation, pour l'éducation de l'enfant, pardon,
on a d'abord l'éducation familiale avant l'éducation de la société. Si dans la famille, l'enfant n'est pas véritablement éduqué, ne pensons pas que ce sont nos encadreurs, nos enseignants qui doivent éduquer nos enfants à nos places. Je le dis pourquoi? Parce que très peu de parents pourront vous dire aujourd'hui, j'ai consulté les documents, les cahiers, les simples cahiers de mes enfants avant de me coucher. Qu'est-ce que l'enfant a fait aujourd'hui? Mais pourtant, c'est une erreur grave. Le parent doit déjà apprendre à se rapprocher de l'enfant, comprendre l'enfant depuis les bas âges, instaurer un climat de dialogue, un climat de fraternité, un climat d'amitié avec l'enfant. D'où la question de combien de familles, d'où la réponse à la question de combien de familles s'asseyent encore autour d'une table. Ça, c'est très grave. Donc, le parent doit apprendre déjà à comprendre son enfant, à connaître son enfant, à dialoguer avec son enfant. Qu'un enfant revienne de l'école, que ce soit un enfant de la maternelle ou alors de la classe de terminale, que le parent lui demande « Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ?» et que l'enfant soit à même de répondre. Du moment où l'enfant sait qu'il est suivi par son parent, ça passe facilement. Et dans le dialogue alors, le parent, c'est vrai, la question de la migration irrégulière, je préfère que nous utilisions le terme migration irrégulière parce que clandestine, c'est encore trop, c'est péjoratif et ça frustre aussi. Donc, la question sur la migration clandestine, c'est vrai, les familles n'ont pas encore connaissance de la chose, vous voyez. Mais il reste que nous, OSC, c'est nous qui allons attirer l'attention des parents sur la problématique qui résulte de la question de la migration. Et dans les actions que vous menez, est-ce que vous avez le sentiment que le message passe 5 sur 5 auprès de ces enfants? C'est vrai, nous avons jusqu'ici mené une seule campagne, parce que l'année dernière, en octobre, du 4 au 5 octobre, à la salle des fêtes d'Aqua, c'était la toute première édition. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là, parce que nous entendons mener cette même campagne dans pratiquement toutes les régions du Cameroun, si l'occasion nous est donnée. Donc, mais déjà, après cette première édition, quelles sont les difficultés que vous rencontrez à faire passer votre message? Parce qu'il est question de dissuader à la base. Non, pour dissuader à la base, j'en viens. Vous savez, pour mieux faire passer le message, la cible, c'est la société tout entière. C'est la société tout entière. Nous avons nos jeunes, nous avons les parents, nous avons le politique. C'est ensemble que nous allons mener à bien ce combat. La jeunesse est quand même aujourd'hui la force de notre nation. C'est cette jeunesse dont on a besoin parce que c'est elle qui va porter le Cameroun de demain. Alors, il n'y a pas seulement aux jeunes que nous allons adresser le message, mais également à nos parents, également à nos politiques. Nous allons marquer une pause pour prendre notre rubrique mots d'enfants. Et cette semaine, on fait un gros plan sur la rougeole qui reste l'une des causes importantes de décès chez les enfants. Voici les explications du docteur Joseph Belek, rencontré par Cynthia Ngwemo et Constantin Noudomki. La rougeole, c'est une maladie éruptive très contagieuse à déclaration obligatoire. La rougeole est causée par un virus appelé le morbillivirus qui appartient à la famille des paramyxovirus. La voie de contamination, c'est par voie aérienne ou par contact avec les gouttelettes de salive de la personne infectée. Et il faut noter qu'on contacte la rougeole une seule fois, donc on ne fait pas ça 2 fois. Les symptômes de la rougeole, on peut avoir une fièvre allant de 39 à 40 degrés. Il y a le nez qui coule, la toux, la conjonctivite. Il y a le signe de Köplik, donc c'est une tache blanche
qu'on retrouve au niveau de la face interne de la bouche et une éruption maculo-papulaire. Donc ce sont les taches rouges qu'on voit sur l'enfant, qu'on appelle éruption maculo-papulaire. Il faut éviter d'hospitaliser un enfant qui a la rougeole, sauf en cas de complications, les signes de complications. Si vous recevez un enfant en consultation qui a la rougeole et cet enfant ne présente pas de signes de complications, il ne faut pas hospitaliser l'enfant. Il faut l'hospitaliser en cas de signes de complications. Comme signes de complications, on peut noter les complications nutritives il y a les complications nutritives, il y a les complications neurologiques, il y a les complications respiratoires, les complications digestives et les complications ORL. Et comme traitement, il faut noter qu'il y a deux volets de traitement. Il y a le traitement curatif et le traitement préventif. Au traitement curatif, il y a le repos strict. Si l'enfant fait la fièvre, on va donner un antipyrétique. Si le nez coule, on va prescrire un lavage nasal à base d'un sérum physiologique. Si tousse, on va donner un antitussif ou un mycolytique. Et si peut-être les yeux coulent, la conjonctivite, il a la conjonctivite, on va prescrire un colis à base d'antibiotiques. Si l'enfant a convulsé, on va donner un anticonvulsivant. Et il faut noter qu'on peut donner une antibiothérapie s'il y a surinfection. Dans le volet préventif, il faut isoler le malade. Il faut éviter d'aller à l'école, éviction scolaire. Et il y a aussi le troisième volet, la vaccination. Ce n'est pas une maladie que tu peux dire à tout prix que tu vas éviter, que toute ta vie tu peux faire, toute ta vie tu vas vivre sans avoir un jour la rougeole. Donc ce qu'on fait, si peut-être un patient a peut-être la rougeole, pour éviter d'être contaminé, il faut éviter de se rapprocher de lui. Parce que si tu te rapproches de lui, tu peux facilement attraper la rougeole. Comme j'ai bien dit, éviction scolaire. Il ne doit pas aller à l'école pour contaminer les autres. Parce que si par l'école, il va contaminer les autres. Et il y a aussi la vaccination. Et il y a le lavage des mains, l'hygiène, le lavage des narines aussi. Nous sommes rendus à la dernière partie de cette émission, le cri de cœur. Cette semaine, c'est un parent bouleversé qui nous a écrit. Je vais tout de suite vous lire sa correspondance. Bonsoir SOS Parents, je suis maman de 3 enfants, 19, 16 et 11 ans. Nous n'avons pas de problème particulier si ce n'est le quotidien d'une famille. Le dernier, au caractère affirmé mais sensible, gentil, généreux, spontané et drôle, vient de me porter un gros coup au cœur. Récemment, tandis que nous faisions les devoirs, il s'est énervé face à mon insistance sur un sujet. J'ai alors quitté la pièce pour le laisser réfléchir, mais je l'ai tout de même entendu me dire, je cite, « Je te déteste, t'es la pire des mères ». Je suis revenu vers lui, pâle sous le choc. Il n'a pas nié, il m'a dit que c'était parti trop vite, qu'il ne le pensait pas, puis s'est excusé. Ce vocabulaire, c'est pas le nôtre. Mon mari et moi sommes dévoués à nos enfants dans leurs études. Ils sont gâtés mais respectueux. Mes 2 autres enfants ne lui parlent plus depuis. Je pleure car je ne sais pas quoi faire. Je suis déçue et triste. Comment réagir? Merci pour ce que vous faites. Aidez-moi.
Madame Makamte, en tant que parent, quel est le commentaire que vous pouvez coller à ce cri de cœur? C'est terrifiant. C'est terrifiant parce qu'en tant que maman, à un moment donné, l'enfant pour qui vous n'attendez pas ce genre de propos, de cet enfant, vous recevez un tel propos. C'est terrifiant, c'est frustrant même à la limite. On ne saurait quoi dire, on ne saurait quoi faire. Mais il se trouve qu'il y a un problème de fond. Si l'enfant l'a dit, quoi qu'il ne l'ait pas pensé, il y a quelque chose qui ne va pas. Où est-ce que l'enfant a puisé un tel caractère? D'où le retour à la question de avec qui marche cet enfant. Cet enfant a déjà se fait déjà une mauvaise compagnie. Donc c'est à travers la mauvaise compagnie qu'il commence déjà à se mettre du n'importe quoi dans la tête. Monsieur Gomla, comment expliquer l'attitude de cet enfant? Il y a déjà un premier élément sur lequel il faudrait que cette dame, un peu comme beaucoup d'autres parmi nous, nous aimons bien fuir les mots. On n'a pas de problème, bon, juste le problème d'une famille normale. En français, ça veut dire quoi, ça? Le problème d'une famille normale, c'est quel problème? Donc, c'est juste pour dire, on sent, qu'on le veuille ou pas, une mère sent ce qui ne va pas. Donc, mais maintenant, aller dans ce qui ne va pas, c'est douloureux. Et parfois, on préfère un peu sauter. On veut sauter parce que parfois c'est lourd, parfois c'est pesant, parfois c'est hyper frustrant. Alors, parfois pour éviter ça, alors on préfère sauter vite la page. Alors quittons de la première page à la 10e page et on continue comme si on n'avait pas vu qu'avant il y a eu 9 autres pages. Une mère sait. Mais maintenant, elle dit bien elle a 3 enfants et lui c'est le dernier. A priori, il serait celui qui est jovial, enthousiaste. Mais alors, ça veut dire qu'il y a une cassure qu'elle vient de notifier. Celui qui est semblé jovial, très enthousiaste, toujours blagueur, toujours détendu, prononce ce type de paroles. Alors, comprenons qu'il y a un malaise. Ne nous leurrons pas, il y a un malaise. Maintenant, le malaise serait quoi? A priori, est-ce qu'il a un frère, une sœur avant lui? Ça suppose que, quel est le traitement qu'on offre aux autres? Parce que l'enfant a le défaut il voit, il observe. Vous ne pouvez jamais tromper un enfant sur l'attention que vous donnez à Yves, à Jeanne et à Brice. Vous ne pouvez jamais tromper un enfant sur ça. Racontez tout ce que la philosophie que vous voulez. Un enfant, lui, il ressent. Et quand il voit, il ressent là. Ça brûle là. Et il va utiliser des stratégies qui sont propres à lui pour dire son malaise, sa frustration. Maintenant, peut-être le cadre n'est pas approprié, peut-être les mots ne sont pas appropriés, peut-être la posture n'est pas appropriée, mais une chose est sûre, cette dame doit comprendre que quelque chose ne va pas. Et ne pas se masquer le visage ou se cacher, ce qui est sûr, l'enfant a le défaut de réveiller nos blessures à nous. Même si on est parents, on ne tombe pas du ciel. Quand on est parents, on est aussi enfant. On était aussi au sein d'une famille. On a aussi eu des blessures. Ce que nous appelons les blessures narcissiques, au plan de notre vécu. On a eu des blessures qu'on n'a pas su résoudre, qu'on a su résoudre certains. Donc, lorsque l'enfant fait ça, ça doit plutôt être une opportunité pour la famille pour dire comment la famille va se reconstruire. Comment la famille va prendre ça pour dire c'est un prétexte. Un prétexte pour essayer de remettre un peu, comment on dit, remettre la carte au centre. Remettre les cartes au centre pour dire comment on les rabat, comment on les boxe, comme on dit souvent quand on fait nos petits jeux là. Donc en fait, la mère doit saisir ça comme une opportunité pour dire, si mon fils l'a dit, première des choses, ne pas permettre la cassure qui semble s'infiltrer entre Esma et sa progéniture. Plutôt dire, c'est une opportunité. Parfois on se sert de ça pour faire des ateliers. Dire, ah, ok, il y a comme un moment de récréation qu'on va se donner. Imaginons que c'est plutôt Brice qui avait fait, comment tu aurais vu la chose, comment. Et ça permet que des choses se déploient sans le vouloir. Parfois, on n'avait pas de solution. Mais les enfants, eux, ils ont une solution qui peut vous l'offrir. Ça peut être un cadre où vous renforcez davantage le lien familial, où vous êtes plus proche de vos enfants, vous leur démontrez qu'il arrivera des moments où le tsunami va prendre la famille, ça va bousculer.
Mais au moins, il y a ce qu'on appelle des invariants autour duquel la famille restera soudée. Donc ça peut être un prétexte pour dire remettons-nous sur la table et apprenons à mieux nous connaître. Ça montre qu'il y a des insuffisances de la connaissance de ce que vivent, ressentent et endurent ces enfants. Donc, pour moi, je dis, doit voir ça comme une opportunité. Nous espérons que cette famille va bénéficier de vos conseils, va mettre cela en pratique pour remettre les choses à zéro et puis s'asseoir autour d'une table. Vous vouliez ajouter quelque chose pour sortir, Madame Akanté? Oui, je voudrais ajouter quelque chose, mais c'est sur la question sur la migration irrégulière. Je dirais simplement à la société tout entière d'essayer de voir par quelles mesures essayer de stopper ce phénomène, parce qu'il va de plus en plus grandissant. Et qu'est-ce que nous pouvons proposer comme solution? C'est de mettre sur pied des formations qui donnent la possibilité à nos jeunes de pouvoir se réinsérer socialement. Et après, et au-delà de ces formations, donner la possibilité de nos jeunes de pouvoir réaliser les différents projets. Parce que nous avons au sein de nos jeunes des génies. Il y a des jeunes sont porteurs de beaucoup de projets. Et si la société peut accompagner des jeunes dans le cadre de la réalisation de ces projets, ce serait une très bonne chose. Surtout les projets de développement pour notre société. La jeunesse, au-delà de cette histoire d'aller vivre à l'extérieur, se trouvera le moyen le plus efficace de pouvoir rester au Cameroun et de pouvoir s'en sortir facilement. Merci. Je crois que le plus important, c'est de croire en soi. Et je pense que les jeunes l'ont compris. C'est sur ce que nous mettons un thème à cette édition. Au nom de toute la grande équipe de production qui s'est mobilisée, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver la rediffusion de cette émission dimanche à 16h. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, s'il prête à Dieu.